Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme c'est ma première vidéo, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pamela, je suis enseignante et je vis depuis un peu plus de 10 ans maintenant au Japon. Ma chaîne YouTube sera consacrée non pas à ma vie au Japon comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt à ma grande passion qui est la lecture. Alors, des chaînes YouTube consacrées à la lecture, je sais qu'il y en a pléthore, mais j'avais vraiment envie de tenter l'aventure. Alors aujourd'hui, c'est décidé, je me lance. Pour ma première vidéo, j'aimerais partager avec vous mes 3 dernières lectures qui, vous allez le voir, sont dans des genres tout à fait différents. La première, c'est Le bruit et la fureur de l'écrivain américain William Faulkner qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1949. Ma deuxième lecture, c'est un polar danois, Miséricorde, par Jussi Adler-Olsen. Enfin, ma troisième lecture nous emmènera au Japon, Tant que le café est encore chaud, de Kawaguchi Toshikazu. Commençons par Le bruit et la fureur, un classique de la littérature américaine écrit en 1929. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce bouquin? C'est tout simplement l'histoire d'une famille américaine qui vit dans le sud des États-Unis. C'est une famille plutôt dysfonctionnelle, comme vous allez le voir. Dans la famille, on a tout d'abord le père qui s'appelle Jason, qui est un alcoolique notoire et qui finira d'ailleurs par en mourir. La mère, Caroline, qui est une véritable hypocondriaque et passe sa vie enfermée dans sa chambre. Les Compson ont 4 enfants, 3 fils et une fille. L'un de leurs garçons s'appelle Jason, comme son père, ce qui rend parfois le récit un peu confus. L'autre s'appelle Quentin et il est amoureux de sa sœur, dont je vous parlerai tout à l'heure. Le troisième garçon est un handicapé mental qui s'appelait à l'origine Maury, mais dont on a changé le nom pour Benjamin ou Benji. Enfin, il y a Candace, surnommée Caddy, qui est la seule fille de la fratrie, et Candace, c'est une véritable dévergondée. Le roman est divisé en 4 parties qui correspondent chacune à une date précise et qui chacune sont racontées par un narrateur différent. La première partie est à la date du 7 avril 1928 et elle est racontée par Benji, qui, comme je vous l'ai expliqué, est un handicapé mental. Par conséquent, ses pensées sont confuses et il est très difficile de suivre un petit peu ce qu'il a à nous raconter, surtout qu'il fait beaucoup de sauts dans le temps. Il navigue entre le présent et le passé sans réelle coupure et c'est un peu difficile à suivre. De plus, il a une façon assez particulière de voir les événements. Souvent, il aime bien regarder dans un miroir pour observer la vie qui se déroule autour de lui. Alors, je vais vous lire un petit extrait pour vous donner une idée de la façon dont Benjamin voit les choses. Verche m'a posé par terre et nous sommes entrés dans la chambre de maman. Il y avait du feu. Il montait et descendait sur les murs. Il y avait un autre feu dans le miroir. Je pouvais sentir la maladie. C'était un linge plié sur la tête de maman. Ses cheveux étaient sur l'oreiller. Le feu ne les atteignait pas, mais il brillait sur sa main, là où tressautaient les bagues. Donc Benjamin, comme je vous dis, il aime bien regarder ce qui se passe en fait dans un miroir. Et donc quand on a compris ça, en fait, on arrive un petit peu mieux à suivre le fil de ses pensées malgré les différents allers-retours entre présent et passé. Lors de la deuxième partie de l'histoire, on fait un grand bond dans le passé puisqu'on se retrouve en 1910. Cette fois, l'histoire est racontée du point de vue de Quentin, l'un des fils de la famille Compson qui, comme je vous l'ai dit, est amoureux de sa sœur Candace. Euh, donc, Quentin, à cette époque, est étudiant à l'université de Harvard et il est désespéré puisqu'il a appris que sa sœur était enceinte et qu'elle allait se marier. Comme il est désespéré, évidemment, ses pensées sont très confuses et là encore, on a un style qui est très particulier avec de très longues phrases sans ponctuation, des phrases qui peuvent faire des pages, des idées qui passent du coq à l'âne une fois encore. Et c'était vraiment la partie pour moi la plus difficile à lire du roman. J'ai eu beaucoup de mal et à ce moment-là, j'ai vraiment pensé que j'allais laisser tomber le roman. Mais je me suis accrochée, j'ai continué et j'ai eu raison puisque la partie suivante a été beaucoup plus intéressante. La partie suivante, justement, elle nous est racontée par Jason, le fils, et non pas le père, puisque le père est déjà décédé à cette époque-là. On revient en 1928. Jason, lui, c'est le plus sensé
de la famille Compson. Il a vraiment les pieds sur terre et il agit en conséquence, il réfléchit en conséquence. Et donc là, on a encore une fois un style qui change, mais qui est beaucoup plus facile à lire, qui se rapproche vraiment beaucoup plus de ce qu'on a l'habitude de lire. Jason, lui, contrairement à Quentin, déteste sa sœur Candace. Et la fille de Candace, qui s'appelle Quentin, en hommage à son frère, vit avec lui dans la maison familiale. Et en fait, il est sa nièce autant qu'il est sa sœur. Et c'est toute l'histoire de cette haine qui se raconte dans cette partie-là. C'était vraiment pour moi la partie la plus intéressante du roman. Jason, c'est un personnage intéressant parce il est détestable dans le sens où il est vraiment méchant avec sa sœur et avec sa nièce, mais c'est aussi quand même la personne la plus sensée du roman. Donc c'est un personnage assez complexe que j'ai beaucoup aimé en tant que lectrice. La quatrième partie du roman, elle, se déroule le 8 avril 1928. Le narrateur, cette fois, c'était un narrateur externe à la famille Compson, donc on a encore un nouveau point de vue cette fois-ci. Et cette partie, sans vous dévoiler la fin du roman, va servir à raconter un petit peu la fin de l'aventure Jason et Quentin, sa nièce, par où ça va finir. Mais surtout, cette partie, elle se focalise sur Dilsey, qui est la domestique noire de la famille Compson. J'ai dit tout à l'heure que Jason était l'un des personnages les plus sensés du roman, mais peut-être qu'après tout, c'était Dilsey, le personnage le plus sensé du roman. Elle est formidable, cette femme. C'est vraiment un personnage très, très émouvant et très attachant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? C'était mon premier roman de William Faulkner. C'était vraiment un auteur que j'avais envie de découvrir. Croyez-moi, j'ai pas été déçue parce que le style est vraiment particulier. Alors, je ne conseillerais pas forcément ce livre pour commencer par cet auteur. Ma lecture a vraiment été difficile. Et si je n'avais pas eu toutes les indications de la préface pour savoir qui est qui dans la famille et à quoi l'histoire renvoie, j'aurais été vraiment complètement perdue et je n'aurais absolument rien compris au livre. Ce qui est vraiment dommage d'avoir besoin de la préface en fait pour comprendre l'histoire racontée par l'auteur. Je pense que l'auteur il s'est fait avant tout très très plaisir en s'amusant avec différents styles d'écriture, mais c'était difficile. Voilà. Mais je ne renonce pas avec William Faulkner et j'ai bien l'intention de tenter un autre roman juste par curiosité pour voir si c'est toujours un peu comme ça ou s'il a aussi tenté d'autres styles. Voilà. Donc, je conseille ce livre à des gens qui aiment les romans classiques et qui sont de bons lecteurs parce que c'est une lecture ardue. On passe maintenant à un roman d'un genre tout à fait différent, Miséricorde de l'écrivain danois Jussi Adler Olsen. Alors avec Miséricorde, on est dans le polar. Alors, les polars, enfin les romans policiers, tout ça, vous allez voir, c'est mon genre préféré. J'en lis beaucoup, mais j'ai vraiment souvent beaucoup de déceptions pour souvent des raisons de style. J'aime pas trop les styles d'écriture des auteurs de polars. Alors, au niveau du style ici, moi je dirais qu'il n'y a rien de vraiment notable. C'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire, c'est bien. Voilà, c'est bien sans être non plus phénoménal. L'histoire, alors, Miséricorde, en fait, c'est le premier d'une série de 10 livres. C'est un roman qui est apparu en 2007, donc j'étais vachement en retard de le lire. Mais comme je vous l'ai dit, j'habite au Japon, donc je ne peux pas me promener dans les librairies françaises et découvrir les livres au bon moment. J'ai toujours vraiment beaucoup de retard dans mes lectures. Donc, c'est le premier Miséricorde d'une série de 10. La série, c'est les enquêtes du département V. Euh, L'histoire, elle est moyennement crédible, on va dire, mais encore ça va. La façon dont l'auteur la raconte fait que ça se passe plutôt bien. Dans ce premier tome, on fait donc la connaissance de l'inspecteur Karl Mork, ou Murk, sûrement aucun des deux. Enfin bon, bref, on fait la connaissance de cet inspecteur, on va l'appeler Karl,
qui est un inspecteur torturé, comme il y en a tant dans les romans policiers. Alors en voyant ça, je me suis dit, oh non, c'est encore un de ces mecs-là. Et puis finalement, Karl, moi je l'ai trouvé assez drôle, je le trouve hyper sarcastique. Il n'hésite pas à traiter les autres de cons. Hein, il dit franchement ce qu'il pense, il ne va pas tomber dans l'alcool. Lui, son objectif, ça va être de se la couler le plus tôt possible. Donc, euh, Karl, son problème en fait, c'est qu'il a été avec deux de ses collègues victimes d'une fusillade. L'un est décédé, l'autre est resté handicapé. Il y a seulement Karl qui s'en est tiré sans séquelles physiques. Donc, sa hiérarchie, histoire de se débarrasser un petit peu de lui, va lui confier la direction d'un nouveau bureau d'enquête qui a été créé, le département V. Alors, sa hiérarchie pense se débarrasser de lui. Karl, lui, pense qu'il va pouvoir être tranquille à faire des parties solitaires sur Internet, mais c'est sans compter sans l'adjoint qui va lui être fourni, qui est un réfugié syrien du nom de Assad. Et Assad, c'est en fait un adjoint, mais pas un adjoint pour les enquêtes. En fait, lui, il est là pour faire le ménage, faire le café, tout ça. Sauf que Assad est un petit peu curieux et il va s'intéresser à la pile de dossiers qui est sur le bureau de Karl. Et en faisant ça, il va attirer en fait l'intérêt de Karl pour un certain dossier, celui de Merete Lingard, une politicienne qui a brusquement disparu sur un ferry. Alors, le roman alterne donc entre l'enquête de Karl et Assad et les passages où Merete, qui a été enlevé, se retrouve enfermé dans une espèce de caisson. Donc ça alterne, c'est très bien au niveau du rythme. Et aussi, on se prend au jeu un petit peu. On veut vraiment savoir qu'est-ce qui va arriver à Merete. Est-ce qu'ils vont la retrouver? Est-ce qu'elle va mourir? Combien de temps avant que la vérité éclate est-ce qu'elle va mourir, etc. etc. Donc c'est bien joué de la part de l'auteur. Ça maintient l'intérêt du lecteur. C'est très bien joué. Ce que j'ai le plus aimé dans ce roman, c'est vraiment la personnalité d'Assad. C'est rare d'avoir dans des romans policiers un réfugié comme personnage principal. Je trouve ça extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. La relation entre Assad et Karl aussi, elle est super intéressante. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je vous le conseille fortement. Et moi, j'ai bien hâte de lire la suite des enquêtes du département V. On en arrive au dernier roman que j'ai à vous présenter, Tant que le café est encore chaud, de l'auteur japonais Kawaguchi Toshikazu. Alors, plutôt qu'un roman, j'ai l'impression d'avoir affaire à une collection de nouvelles, puisqu'on a quatre histoires qui, si elles ont un fil conducteur, peuvent néanmoins être lues de façon tout à fait indépendante. Euh, le fait que ça soit plus une collection de nouvelles, ça induit plusieurs répétitions qui sont un petit peu lassantes au bout d'un moment. Donc j'ai pas été spécialement emballée par ce roman. Les histoires qui sont présentées, elles sont relativement intéressantes. Donc pour vous donner un petit peu une idée, l'idée de départ, c'est on peut, en allant dans un certain café de Tokyo, retourner à un moment précis du passé. Alors il y a tout un tas de règles plutôt compliquées pour pouvoir se faire, ça ne se fait pas facilement, ça ne dure pas longtemps, ça dure tant que le café est encore chaud et ça permet à certaines personnes de revenir à un moment du passé et de dire ou pas ce qu'elles ont envie de dire à une certaine personne. Mon problème avec ce roman, il vient principalement du style. Alors j'arrive pas trop à savoir si c'est le style de l'auteur qui est comme ça ou si c'est dû à la traduction. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un passage où la serveuse du café va encaisser la commande d'une cliente. Alors le total de la commande c'est 10 230 yens. Alors pour en arriver à cette somme-là dans un café, il faut y aller. Donc on a, je vais vous lire un petit peu. Kumi sortit en vitesse 2 billets de son portefeuille. Kay les prit et vérifia qu'aucun autre billet n'était collé. Vous m'avez donc donné 11 000 yens. Elle frappa de nouveau sur les touches, tandis que Kumi gardait la tête baissée.
Le tiroir-caisse s'ouvrit d'un coup en émettant un ting retentissant. Et voici votre monnaie de 770 yens. En lisant ce passage-là, j'ai eu l'impression d'aller en fait à la supérette de mon quartier et d'avoir un échange avec le caissier ou la caissière. C'est basique. Je vais vous donner un autre exemple pour illustrer un petit peu en quoi le style m'a gênée. À l'instant où Kazu finit de lire la lettre, Madame Kotake et Kei levèrent les yeux au plafond et éclatèrent en sanglots. Alors, en général, quand on se met à pleurer, on va avoir tendance à baisser la tête et pas à lever les yeux au plafond et se mettre à chialer. Donc ça m'a paru un petit peu étrange comme style. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui m'ont gênée dans ma lecture. L'autre problème que j'ai rencontré, c'est les monsieur machin, madame truc et mademoiselle bidule. Je pense que ça vient en fait du suffixe japonais san qu'on met après les prénoms ou après les noms de famille des personnes. Donc là, ça a été traduit tel quel par monsieur, madame ou mademoiselle selon la personne à laquelle ce suffixe renvoyait. Sauf que en français, ça marche moyen. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Mademoiselle Hirai et les serveuses du café vont l'appeler Mademoiselle Hirai et en même temps vont la tutoyer. Alors c'est un petit peu bizarre en français. Hum, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Alors je ne sais pas si au niveau de la traduction il y avait moyen de faire autrement, peut-être pas, mais c'est gênant, c'est vraiment gênant dans la lecture. Donc ce roman, il a quand même beaucoup d'avis positifs. Moi, je ne l'ai pas trop aimé. Alors je sais qu'il y a une suite qui s'appelle Le Café du temps retrouvé. On a d'ailleurs les premières pages à la fin du roman. Mais pour tout vous dire, je les ai même pas lues parce que ça m'intéressait pas vraiment. Donc j'étais plutôt déçue par cette lecture. Voilà, c'est donc la fin de ma première vidéo. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je suis pas très à l'aise devant la caméra. J'espère que vous serez indulgents. J'ai beaucoup d'hésitation, beaucoup de machin. Bon, c'est ma première vidéo, donc je pense que c'était un petit peu inévitable. Si vous avez lu certains des romans que j'ai présentés dans cette vidéo et si vous avez des commentaires à formuler sur vos lectures, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous répondrai dès que j'en aurai le temps. Merci et à bientôt. Matane!